J'interviendrai un peu dans l'idée d'ouvrir ce cycle où vont intervenir des gens qui sont des amis. Je vais reprendre la question où va la ville, mais à partir d'une interrogation sur la condition urbaine, en tournant un peu autour d'un paradoxe. Là, il va falloir parler, comme on vient de le dire, de fondamentaux, du langage. Quand on a dit urbain, quand on a dit ville, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que ça a du sens encore aujourd'hui? On parle un peu en écho à l'actualité, puisqu'on est entre deux tours des municipales. Mais on pourrait dire que dans ces municipales, peu de questions relatives, je dirais, au devenir urbain au sens fort du terme ont été posées pour différentes raisons qui ne sont pas l'objet, en tout cas, de l'intervention immédiate. Je voudrais également évoquer un problème initial, c'est que j'interviens en philosophe, mais je dirais que j'interviens plutôt en tant que quelqu'un qui essaie de coordonner, de réfléchir à des interrogations qui sont aussi l'affaire de spécialistes. Donc d'une certaine manière, je suis le seul non spécialiste et j'interviens ici en tant que, je dirais, citoyen et responsable d'une revue qui s'intéresse beaucoup aux problèmes urbains. J'interviens aussi parce que je fais partie des gens qui pensent que le problème du rapport au territoire est aujourd'hui devenu un rapport tout à fait décisif. J'interviens aussi parce que beaucoup de problèmes politiques, problèmes économiques sont liés aux questions du logement, questions qu'on voit peu ressurgir, et bizarrement, après une crise qui s'appelle la crise des subprimes, qui n'est pas sans lien avec la mondialisation économique, que je sache, qui n'est pas sans nous poser des questions sur ce que c'est qu'une politique du logement, qui fait quand même partie des problèmes de la ville. Est-ce qu'il faut favoriser l'accès à la maison individuelle? On a vu. Est-ce qu'il faut favoriser les logements sociaux? Est-ce qu'il faut favoriser les logements collectifs, etc., etc., les locations? On voit qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, les pays qui s'en sortent le mieux, à savoir l'Allemagne et la Suisse, sont les pays qui jouent dans la triple direction, accession à la maison individuelle, logements sociaux et parcs locatifs privés. Et il n'y a rien de plus dangereux que de miser sur le seul accession à la maison individuelle, comme c'est le cas en Espagne. C'est pour dire que là, on aurait une question lourde, une question économique, mais qui a des enjeux politiques énormes pour la suite. Je dirais aussi réfléchir en architecte, en urbaniste, en philosophe ou en politique, c'est très différent, mais est-ce que c'est si différent que ça? Je dirais qu'à travers le métier de l'architecte, le métier de l'urbaniste, la réflexion philosophique et le métier du politique, une seule et même question est là, transversale, c'est comment, c'est la question des Grecs, pas besoin de faire de la philosophie lourde, c'est comment faire de l'un, c'est-à-dire une agglomération, un ensemble humain avec du multiple, et même avec de la division sociale, c'est-à-dire avec des gens qui ne sont pas nécessairement ensemble dans un même territoire pour bien s'entendre. Donc c'est ça la question d'un grand maire de ville aujourd'hui. C'est la question du philosophe, qu'est-ce que penser, c'est faire de l'un avec du multiple, etc. Donc on a une question qui est d'une certaine manière traverse, mais c'est pas pour rien que la philosophie est un peu née avec les débats sur l'agora, l'architecture, l'urbanisme. Nous n'oublions jamais ce côté fondateur. Ne vous inquiétez pas, ce soir, je ne suis pas là pour faire de la philosophie lourde. Et j'aurais aussi, puisque je parle des métiers, rappelé qu'en France, contrairement à d'autres pays, à la Suisse, à l'Espagne, vous avez des écoles polytechniques où on enseigne aux futurs architectes à la fois de la technique lourde et du travail artistique polytechnique. Je dis ça parce qu'on est à la Cité des sciences et de l'industrie. En France, pour des raisons qui tiennent à nos traditions, nous avons très souvent démarqué dans l'enseignement des architectes. L'architecte est plus tiré du côté du travail artistique. C'est celui qui produit ce qu'on appelle les machines célibataires, c'est un terme. Et le travail, je dirais, urbanistique a été celui confié dans notre tradition à la grande école des ponts et chaussées. Pierre Veltz en est issu, il en parlera à l'occasion. Mais on a toujours tendance à dissocier, et je pense que ce n'est pas sans poser des problèmes, et ici beaucoup de gens sont mieux qualifiés que moi pour y réfléchir, dissocier le travail purement technique et le travail, je dirais, artistique. Et là, on est dans, justement, tout ce qui concerne l'art ville, l'architecture, l'urbanisme, dans un genre hybride. Je vais y revenir tout à l'heure. Je dis ça parce que c'est des questions qui sont devant nous. Mais je rappelle que
L'architecture dépend toujours en France du ministère de la Culture, que l'urbanisme ne dépend pas, dépend du nouveau grand ministère du développement durable, et que ce qu'on appelle le paysage, qu'il y a un enseignement du paysage qui est important. Moi-même, j'enseigne à l'école du paysage de Versailles. Le paysage relève de l'agriculture. C'est-à-dire que le paysage, c'est le jardin. Mais pour bien comprendre que ce débat, vous voyez, en termes de métier, on en parlera peut-être à la fin avec les architectes urbanistes qui seront là, pose des questions énormes en termes de division du travail. Puisque, pour bien faire une différence, dans le code de l'urbanisme suisse, la notion de paysage renvoie à l'idée d'espace public. C'est-à-dire qu'un architecte, dès lors qu'il intervient dans le contexte public, c'est-à-dire qu'il ne fait pas qu'un bâtiment isolé, doit recourir à un paysagiste qui a en charge l'espace public. Vous voyez qu'on est loin de notre vision à nous de ce qu'est le paysage, qu'on a tendance à renvoyer au jardin. Mais bien entendu, les paysagistes, il y en a dans la salle, ils se rebelleraient. Bien entendu, nos paysagistes aujourd'hui travaillent plus sur la question de l'espace public. Mais on voit que le problème des métiers est un problème très important. Et en France, il est évident que nous n'avons pas une qualification du métier d'urbaniste équivalent à des pays comme la Grande-Bretagne, etc. Le métier d'urbaniste est à peine qualifié, à peine 500 en France récemment, alors vous avez plusieurs dizaines de milliers d'urbanistes en Grande-Bretagne, par exemple, où la présence de l'urbaniste est reconnue politiquement à côté de celle du maire. En France, le maire, on est en plein milieu des débats qu'on devrait avoir avec les municipales. Le maire qui a un pouvoir énorme, puisqu'il a pouvoir sur les permis de construire, ce qu'il ne faut jamais oublier. Le maire aujourd'hui, d'une certaine manière, n'est pas accompagné au sens strict d'un urbaniste au niveau de ce que je dirais du code de l'urbaniste. Donc on a plein de questions passionnantes en termes, je dirais, division du savoir, en termes, je dirais, charges et responsabilités. Mais ce sont des questions sur lesquelles on reviendra à l'occasion avec des gens plus spécialistes que moi. Ils ont été cités. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ils vont faire. J'évoquerai éventuellement à tel ou tel moment le type d'intervention qu'ils seront susceptibles de faire. Personnellement, je voudrais partir un peu longuement d'un paradoxe initial, puisque, on l'a dit, les fondamentaux, c'est aussi des problèmes de langage. L'urbanisme, est-ce une science ou non, je ne sais pas. En tout cas, le premier grand théoricien d'urbanisme, Cerda, Barcelone, 1867, 19e siècle, on est en pleine révolution industrielle, c'est l'urbanisme qui correspond à la mise en place de la société industrielle. Et Cerda produit le premier grand traité d'urbanisme, c'est le premier à employer le terme, ne l'oublions jamais, c'est récent. Et Cerda commence par un glossaire. C'est très intéressant parce que, effectivement, de quoi on parle ? Aujourd'hui, David Mangin, qui vient de faire qu'on connaît parce qu'il est responsable du projet des Halles, un livre très intéressant, La ville franchisée, qui travaille justement sur les entrées et sorties de ville, qui est un très gros problème aujourd'hui, commence son livre aussi par un glossaire. Est-ce qu'on a le même langage pour parler de tout ça, la ville, la condition urbaine ? Alors je vais commencer justement par évoquer une historienne qui nous dit, Françoise Choët, que le mot « ville », pour elle, n'a plus beaucoup de sens, parce que ce mot « ville », il sert aujourd'hui à désigner des objets non pas contradictoires, mais très contrastés. Le mot « ville » donne lieu, dit-elle, à un vertige sémantique où les termes métropole, mégapole, mégalopole, ville-monde, ville globale, métapole se confondent. De fait, le mot « ville » sert aujourd'hui à désigner indistinctement des entités historiques et physiques, aussi disparates que la cité pré-industrielle, les métropoles de l'âge industriel, les conurbations, les agglomérations d'écart millionnaires, les villes nouvelles et les petites communes de plus de 2000 habitants. De même, Le Corbusier n'utilise le terme ville radieuse que par abus de langage. Faut-il employer ou non le mot ville ? La question n'est pas immédiatement la nôtre. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a là un terme ambigu, un peu flou. Donc on va être obligé d'osciller, je dirais, entre deux approches de ce qu'on peut appeler, je ne dis pas ville exprès, la condition urbaine. La condition urbaine pour un Européen, pour nous tous qui vivons
au milieu de villes qui sont encore marquées par une histoire très très forte, et je veux dire, et qui sont marquées moins par le chaos que par un certain patrimoine, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Européen aujourd'hui a tendance à valoriser sa ville, peut-être pas suffisamment les valeurs urbaines qui ont marqué l'histoire européenne, en tout cas depuis la naissance des libertés communales au Moyen-Âge, ne l'oublions pas. La question des villes a été au centre de beaucoup de combats politiques. Donc l'Européen a tendance à valoriser la ville, les valeurs urbaines, à raison. Donc on va évoquer ce à quoi nous renvoie, je le ferai en 2 temps, cette expérience de la ville. Mais aujourd'hui, d'un autre côté, on a tendance, et c'est déjà là qu'on peut évoquer la mondialisation, on a tendance à évoquer un état mondial de l'urbain qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'est ou ce qu'a été la ville européenne. Donc on va, pendant un temps, tourner un peu autour de cette interrogation. C'est quoi notre expérience urbaine? Pourquoi elle est si importante? Est-ce qu'elle a un sens universel? Est-ce qu'elle est strictement européenne? Est-ce que la civilisation urbaine n'est qu'européenne? N'oublions pas que chez les Arabes, Ibn Khaldoun avait écrit des traités sur les problèmes de la ville, lui qui est un des grands fondateurs de la géographie extrêmement important. Et vous avez, ceux qui connaissent Istanbul le savent, un grand architecte qui s'appelle Sinan, qui a pensé pour les Ottomans une civilisation urbaine. Donc la civilisation urbaine, elle est à penser de multiples manières. D'autres pourraient me citer d'autres mondes, d'autres civilisations. Donc l'expérience urbaine européenne, à quoi renvoie-t-elle? Je vais reprendre cette question. Deuxième temps, la condition urbaine, c'est aussi l'état de l'urbain aujourd'hui. Et je vais revenir, effectivement, qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'est l'état de l'urbain européen. Et c'est ça la question que je voudrais évoquer en 2 temps. Donc, j'en viens d'abord à l'expérience urbaine en tant que telle. Car, ne nous trompons pas, le problème de la ville, ce n'est pas nécessairement le problème de la bonne architecture ou le problème d'un bon urbanisme. La question de l'urbanisme ou de l'architecture, c'est de rendre possible des pratiques urbaines. C'est de rendre possible des pratiques que nous allons valoriser comme urbaines. Et des pratiques urbaines, c'est la plupart du temps des pratiques qui sont liées à l'échange. L'homo urbanus, comme dit l'historien du Moyen-Âge, Jacques Le Goff, c'est d'abord le commerçant. C'est un homme de l'échange. Et ce n'est pas pour rien que les villes, d'ailleurs, reviennent avec les débats sur la mondialisation, qui est essentiellement, mais pas uniquement, un phénomène économique. La ville, c'est l'endroit où on peut échanger, effectivement, mais pas uniquement, d'ailleurs, des biens commerçants. On peut échanger de multiples formes de biens et on échange aussi des idées, on échange de la culture, etc. Je dis ça, c'est très important parce que la ville, c'est un espace qui est un espace de mise en mouvement. Et c'est pour ça que la mobilité dont parle tant aujourd'hui ne doit pas nous choquer à propos de l'espace urbain. Un espace urbain, il est nécessairement mobile. Le problème, c'est comment on organise la mobilité. Et on va le voir tout à l'heure, c'est que les flux aujourd'hui qui sont extérieurs, ils sont tellement pressants qu'ils ont tendance justement à empêcher les villes à organiser leur propre forme de mobilité. Mobilité, vous voyez, on en parle à tout bout de champ, transport, etc. Mais la mobilité, c'est aussi la mobilité de l'urbain qui va être amené à se déplacer dans son espace urbain. Et donc, la ville, c'est une expérience de mise en mouvement qui est très différente de celle de l'expérience villageoise. C'est une expérience d'intégration, c'est une expérience de mise en mouvement. Comment la comprendre un peu mieux? J'aborde un deuxième thème, c'est le rapport public-privé. Quand on est dans un espace urbain, aujourd'hui on parle beaucoup d'espace public, et pour cause, mais on a tendance à faire une coupure entre le public et le privé. Entre le privé, qui serait le problème de mon logement propre, qui me protégerait de l'extérieur, et un espace public qui serait l'extérieur. Alors il faut bien voir que dans notre tradition européenne, et c'est très important dans les débats aujourd'hui où nous assistons à une privatisation de l'espace urbain, dans tous les sens du terme, pas uniquement économique, dans toute la grande tradition architecturale, je ne dis pas urbanistique, je renvoie au texte fondateur, c'est toujours important de revenir au texte fondateur, il est toujours lu par les architectes, ou il devrait être lu, c'est Alberti, l'homme du Quattrocento,
L'art d'édifier, 1452. Qu'est-ce que dit Alberti à l'architecte? Il lui dit: la manière dont tu vas construire la maison privée est indissociable de la manière dont l'espace collectif pourra être vécu. Donc dans son esprit, il n'y a pas, j'ai évoqué le terme tout à l'heure, qu'on emploie dans les écoles d'architecture, la machine célibataire, la maison d'architecte, le logement privé, la case privée, pour parler comme ça. Il y a un espace commun où le logement privé peut trouver sa place. Et ça, c'est très important de comprendre qu'un espace urbain, j'ai dit tout à l'heure, mise en mouvement, c'est un espace où le mouvement est en permanence une espèce de dialectique du privé et du public, mais pas une coupure entre le privé et le public, ce qu'on a de plus en plus tendance à penser aujourd'hui. Pour donner bien concrètement le sens de cette affirmation, je voudrais reprendre simplement un propos d'un des paysagistes connus en France, qui s'appelle Alexandre Chemetov, et qui a d'ailleurs travaillé sur le parc de la Villette, et qui a le sens de l'espace public très fortement. Et visitant avec lui une ZAC à Nantes, de manière très intéressante, il disait des architectes: voyez là, l'espace public est très réussi. Pourquoi? Parce que finalement, on ne voit pas les maisons. C'est comme si on avait oublié qu'il y avait ces maisons d'architectes, ces maisons individuelles. Et ça l'amenait à dire qu'au fond, l'espace privé, c'est-à-dire la maison, si vous préférez, n'est rien d'autre que l'espace le plus privé de l'espace public. Et je trouve que c'est une formule très forte. C'est-à-dire que sur le terrain de l'urbanisme, du logement, etc., nous devrions beaucoup plus avoir l'idée qu'il y a là comme une espèce de bien public qui est un bien commun, et qu'effectivement, nous avons là un bien public qui est le bien urbain, et que ce bien urbain, il peut être décliné en permanence, et chacun en fait l'expérience quotidienne, de manière plus ou moins privée ou plus ou moins publique. Mais aujourd'hui, malheureusement, la manière dont on décline le privé et le public n'est plus tout à fait équivalent à ce qu'on pouvait évoquer dans d'autres périodes. Donc l'expérience urbaine, une mise en mouvement qui me permet de vivre, je dirais, dans un espace commun où il y a toujours un lien entre le privé et le public, mais aussi, et je m'arrêterai là sur l'expérience urbaine dans ce premier temps, l'expérience urbaine, c'est une nature fortement hybride. Et on a évoqué les approches anthropologiques. Là encore, je n'abuserai pas de citation. Je voudrais citer celui qui est considéré comme un grand savant, c'est un anthropologue, c'est Claude Lévi-Strauss, très grand connaisseur et analyste des villes, pour cause, c'est-à-dire qu'en tant qu'ethnologue, il a travaillé sur l'anthropologie de l'espace, dans des villages, Nambikwara et autres, mais qui l'ont amené à comparativement réfléchir sur ce qu'est le meilleur mode de rapport à l'espace pour des sociétés comme les nôtres. Et pendant un premier temps, il a beaucoup valorisé, ce qu'il ne ferait pas aujourd'hui, la ville européenne, Tokyo, etc. Mais si la citation que je vais donner est tirée de Triste Tropique, début des années 50, je pense que c'est une affirmation qu'il ne reprendrait pas aujourd'hui pour les raisons qu'on va évoquer après. Ce n'est pas de façon métaphorique qu'on a le droit de comparer une ville à une symphonie ou à un poème. On retrouve l'art que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont des objets de nature. La ville se situe en effet au confluent de la nature et de l'artifice. Elle est à la fois objet de nature et sujet de culture, individu et groupe, vécu et rêvé. Et regardez la fin, cette cycle de conférence s'appelle « Où va la ville ?» La chose humaine par excellence. Que quelqu'un comme Lévi-Strauss, qui ne dit pas n'importe quoi, qui ne parle pas trop vite, qui écrit encore moins vite, et puis écrire « La ville, c'est la chose par excellence », c'est quand même quelque chose sur lequel il faut s'arrêter et réfléchir. Mais il faut aussi s'arrêter sur l'idée qu'il nous donne, effectivement, que la ville, elle est hybride. C'est et là on retrouve le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, le technicien et l'artiste. La ville, c'est du vécu, il dit, c'est du dur, ça peut être du béton, ça peut être de la brique, c'est tout ce que vous voulez, c'est la matière de l'architecte et de l'urbanisme, mais c'est aussi du rêvé. C'est-à-dire une ville, si elle n'est pas portée par un imaginaire, par du mental, d'une certaine manière, ne fait pas ville. Avec les problèmes urbains, et ça c'est passionnant aujourd'hui, c'est les problèmes que vous retrouvez de la cité à la petite commune, à la ville nouvelle, c'est à quel espace j'appartiens. Les débats sur l'urbain, qu'on emploie le mot ville ou pas,
n'est pas important finalement, c'est des débats qui nous ramènent à la question identitaire très fortement. Car mon rapport à l'espace renvoie à des, comme dit Lévi-Strauss, une espèce d'universel anthropologique. Si j'habite mal, quelque chose se passera mal et je ne m'identifierai pas à l'espace auquel j'habite. Un architecte, Henri Gaudin, qui a fait le Stade Charletti avec son fils, disait au moment des émeutes des banlieues, à propos de tous les problèmes de violence qui pouvaient se passer, il disait, à propos des jeunes en bas des cages d'escalier, comme il disait, il jouait sur le terme de bar, ils sont embarrés, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans des bars. Embarrés, c'est un terme qu'utilisent les montagnards, c'est quand vous faites de la varap et que vous êtes bloqué entre deux rochers. Être embarré, c'est être ni dedans ni dehors, c'est être bloqué parce que je suis nulle part. Il faut réfléchir un peu à ces questions-là. Il y a des lieux qui ne s'habitent pas, il y a des espaces urbains qui ne s'habitent pas. Mais il faut aller plus loin, va intervenir et je vous conseille d'être à cette séance parce qu'on travaille trop peu sur l'urbain non européen. Un anthropologue belge, Philippe Debouc, qui a travaillé sur la ville de Kinshasa, c'est un magnifique livre, s'appelle Kinshasa, les récits de la ville invisible, c'est-à-dire qu'il a été capté des récits dans une ville où on vit mal, où on est, excusez-moi le terme, c'est le terme des spécialistes, déterritorialisé. C'est quelque part, on n'y habite pas. Mais lui, ce qui montre dans cette ville de Kinshasa, c'est que cette ville où ça fait mal de vivre dans un espace chaotique, c'est une ville où l'imaginaire urbain est très fort. C'est-à-dire que là, tous ceux qui ont traversé des villes africaines, un peu les grandes mégalopoles africaines, le savent, mais vous trouvez ça en Amérique latine, ailleurs, vous mettez un pneu cassé, coupé en deux, c'est un pneu qui dit « ici c'est un garage ». Et à côté du pneu, il n'y a même pas un bâtiment pour remarquer le garage, mais vous avez toujours deux cadres. L'un, c'est la ville sacrée, c'est la Mecque, on est en monde musulman souvent, et l'autre, c'est New York, la ville moderne, c'est Manhattan. Donc très important de voir que la question du territoire ou de l'absence de territoire où je m'inscris, elle n'est jamais sans lien. Ça paraît peut-être pas très scientifique ici, mais c'est jamais sans lien avec un problème qui est le problème de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est pour ça que cette question que j'évoquais tout à l'heure au début des métiers est si importante. C'est-à-dire que le problème de l'urbanisme comme de l'architecte, c'est de favoriser une expérience urbaine qui a toujours à voir avec les problèmes d'imaginaire. Je reprends Lévi-Strauss, du vécu et du rêvé, je dirais moi du dur, au sens de la matière et du mental. Et c'est ça qui est passionnant dans tout ce qui touche au problème du rapport au territoire, qu'il soit bien ou mal vécu. Voilà quelques remarques d'entrée de jeu à propos de l'expérience urbaine, pour vous dire que cette expérience urbaine qui a été portée, je vais y revenir tout à l'heure, par l'histoire européenne, c'est une expérience incroyablement riche. Et pour bien vous en convaincre encore du rôle de l'imaginaire, vous voyez bien que toutes les grandes villes aujourd'hui dans le monde, elles ont leur écrivain. Parce qu'une ville, c'est une écriture. Une ville qui n'est pas portée par une écriture n'est pas une ville. Aujourd'hui, vous avez un prix Nobel à Istanbul, Orhan Pamuk. Vous aviez au Caire, vous aviez aussi un prix Nobel au Caire. Vous pouvez citer pour chaque ville du monde, Pessoa à Lisbonne, Borges à Buenos Aires, un grand écrivain qui a porté la ville. Quel est l'écrivain aujourd'hui de Paris? Je ne sais pas. C'est peut-être pas toujours Hugo, un homme du 19e siècle. Mais la question de savoir comment s'écrit la ville, c'est-à-dire que de bien comprendre que la ville, c'est aussi un récit qui fait que nous vivons dans un espace commun, et donc une durée est tout à fait fondamentale. Et là encore, pour bien comprendre, Christian de Portzamparc, qui viendra là à la dernière séance, un de nos grands architectes, qui d'ailleurs dit souvent, il aime à dire, moi j'ai fait, il est sorti de l'école des beaux-arts dans les années 70, j'ai fait toutes mes études, je n'ai jamais, pour bien comprendre quand même d'où on vient, entendu prononcer le mot ville. Très important, architecte, début des années 70. On parlait pas ville, on parlait de ce que j'ai appelé les machines célibataires, les beaux produits artistiques. Bien entendu, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une école d'architecture d'ailleurs qui s'est construite un peu contre ça, qui est juste à côté. C'est l'école d'architecture de la Villette parmi beaucoup d'autres. Mais le même Portzamparc dit toujours, le travail de l'architecte, c'est avec de l'espace produire du temps commun, c'est-à-dire réinscrire de la durée dans un espace.
Donc vous voyez, on n'est pas là pour philosopher lourdement, mais qu'à travers la question urbaine, vous avez des tonnes de questions qui sont tout à fait passionnantes. Donc l'expérience urbaine, c'est le premier sens qu'on peut avoir de ce qu'est la ville. Et il faut continuer à le valoriser. Ce n'est pas nécessairement celui qui se porte le mieux aujourd'hui. Donc, la deuxième phase du paradoxe, c'est la condition urbaine, l'état de l'urbain aujourd'hui. Je vais aller très vite, tout ça sera repris dès la semaine prochaine par Jacques Lévy, qui enseigne à l'école polytechnique de Lausanne, justement, géographe parisien, qui enseigne à Lausanne. Et je voudrais insister sur le fait que, là on arrive à la question de la mondialisation, que la mondialisation, même si j'ai insisté tout à l'heure sur l'aspect économique, je ne fais que donner l'affirmation, tout ça est dans mon livre, dans d'autres livres, etc., n'est pas qu'un phénomène économique. Il faut aussi faire très attention, surtout en France, on a très souvent cette approche un peu restrictive de la mondialisation, qui est ce phénomène, je dirais, de sortie de la société industrielle. On parlera à Pierre Veltz surtout, qui a écrit un livre d'ailleurs dont le titre est clair. Lui n'aime pas dire société post-industrielle, il dit le nouveau monde industriel. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde industriel ? C'est un monde qui ne s'explique pas que par l'économie, c'est un monde qui s'explique, vous le savez aussi bien que moi, surtout par les nouvelles technologies. Il n'y aurait pas de globalisation financière sans nouvelles technologies, c'est une évidence. La mondialisation, c'est un phénomène politique, non pas disparition et réduction du rôle de l'État, mais transformation du rôle de l'État. Je n'insisterai pas là-dessus. Ce sont aussi des facteurs culturels, des facteurs religieux, identitaires. Je ne suis pas là non plus pour y insister, mais aussi, et ça c'est notre thème, des reconfigurations territoriales. Aujourd'hui, sous la pression de la mondialisation, on assiste à l'échelle mondiale, et on le vit tous différemment, avec des intensités qui ne sont pas équivalentes, bien entendu. On vit tous un certain nombre des pressions que je vais évoquer, qui sont liées à la mondialisation. Je vais les évoquer, il faudrait les développer plus longuement. J'insiste là-dessus, c'est qu'on voit peut-être se dégager, vous le verrez dans les autres conférences du cycle, chacun n'aura pas le même langage. Je pense que les gens qui interviennent sont en tout cas dans une vision assez commune du devenir de l'urbain et des réponses qu'on peut donner, politiques, urbanistiques, etc. Mais si on peut décliner des tendances lourdes, de toute façon, quelque part on le voit avec les municipales, il n'y a de réponse que singulière. Et ça, c'est une très grosse difficulté. Mais on n'est plus dans le cas de figure aujourd'hui à dire nous on a nos problèmes, on est européens, etc. Et il y a effectivement un autre monde avec d'autres espaces urbains, etc. Donc je pense qu'on peut voir des tendances lourdes qui doivent être déclinées à chaque fois de manière singulière. Je vais y revenir. Premièrement, sur quoi il faut insister, ça a été dit d'entrée de jeu par Mme Belahen, c'est qu'on a affaire à un phénomène démographique. Je ne vais pas, là encore, j'ai une liste pour ceux que ça peut intéresser, on pourra la photocopier pour la suite du cycle. On a une liste des chiffres, ça a été dit tout à l'heure. En moins d'un siècle, la population s'est urbanisée. Elle s'est d'abord totalement urbanisée, c'est pas ce qui a été dit tout à l'heure. Ça veut dire, quand on dit c'est urbanisé totalement, premier sens d'urbanisation, tout le monde est interconnecté avec tout le monde. C'est-à-dire tout communique, le globe est fini, il est fermé. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est le premier sens un peu utilisé d'urbanisation, auquel il faut ajouter un deuxième sens qui est la population urbaine. Démographiquement, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, multiplication par 2 en moins d'un siècle. Et ça, c'est fondamental. Et encore, il faudrait aller regarder un monde comme la Chine actuellement, où on voit très très bien que les mouvements qui ne sont pas pendulaires migratoires sont extrêmement rapides sur un temps extrêmement court. Donc, on a des chiffres très impressionnants à l'échelle de l'histoire. Je dis ça pour les scientifiques qui sont là. C'est-à-dire qu'on voit très bien que sur le plan démographique, le phénomène d'urbanisation est un phénomène qui est un phénomène très pressant et très oppressant. Je vais juste donner quelques chiffres, rappeler un premier constat pour surtout insister sur le fait que justement le monde européen est très décentré par rapport au devenir démographique urbain en général.
10% de la population mondiale vivait, ça a été dit, dans les villes en 1900, 55% même aujourd'hui, 60% 2030, 70% 2050. Il y aura un seuil. On peut préciser ce constat. Les 175 villes millionnaires aujourd'hui se répartissent entre Asie, Afrique, Amérique latine, essentiellement, et où se trouve Amérique latine, 13 des 20 plus grandes agglomérations de la planète. La progression des villes émergentes est très impressionnante. Si vous prenez Lagos entre 1980 et 2000, on passe de 300 000 à 2 millions à 5 millions d'habitants. Sao Paulo, vous passez de 2,7 millions d'habitants sur 20 ans à 18 millions. Tout ça, c'est pour donner des chiffres, des courbes que vous pourrez analyser mieux que moi. Ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est sur le fait que sur les 33 mégalopoles annoncés pour 2015, 27 appartiendront aux pays les moins développés, 19 en Asie, et Tokyo, on peut oublier ces notions, ville moins développée, etc. C'est pour bien distinguer par rapport à l'Europe. Et Tokyo sera la seule ville dite riche à continuer à figurer sur la liste des 10 plus grandes villes. Et pour bien préciser encore et de bien concrétiser cet aspect démographique, c'est des chiffres, c'est du quantitatif, mais il faut qu'on ait tout ça dans la tête si on veut réfléchir un peu au devenir de notre planète, au devenir urbain, et pas uniquement croire que l'avenir de la ville, comme dit de manière très polémique l'architecte designer Rem Koolhaas, les Européens se font plaisir en croyant que l'avenir de la ville, c'est Florence et Fiesole éventuellement la colline. Il y a un peu ce danger, c'est ce qu'on appelle la ville-musée. En 1 heure, 60 personnes de plus à Manille, 47 à Delhi, 21 à Lagos, 12 à Londres, 1 à Paris. On a des chiffres qui permettent de bien cadrer. Simplement, sur quoi je voudrais insister, puisque j'ai évoqué l'expérience urbaine dans un premier sens à partir de l'histoire européenne, c'est que vous voyez bien que le devenir urbain, il est très fortement extra-européen. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a une marginalisation de l'Europe, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'un certain nombre des problèmes lourds liés à la mondialisation de l'urbain sont des problèmes que nous allons ressentir beaucoup moins violemment. Et donc, le problème est de savoir comment les accompagner ou non. Quelques, d'ailleurs, ONG, maintenant, depuis 2-3 ans, s'aventurent, et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard, sur le terrain de l'urbanisme et des villes. Vous avez des urbanistes sans frontières, c'est très rare, mais c'est un signe des temps. Donc, mondialisation, c'est d'abord le phénomène démographique. Deuxième point, je vais évoquer 3 tendances qui font écho à des choses que j'ai déjà dites. 3 tendances qui sont des tendances lourdes. Ça ne veut pas dire qu'elles travaillent de la même manière partout, mais qu'il faut avoir en tête pour la suite des conférences. Première tendance, on va dire les flux sont devenus plus forts que les lieux. Les flux, c'est quelque chose de difficile à saisir et ce n'est pas évident, je le vois moi-même, de le faire comprendre à des étudiants, puisque les flux, c'est un hors d'échelle. Ce n'est pas une échelle supplémentaire. Aujourd'hui, les géographes, pour en discuter avec Jacques Lévy, distinguent 8 échelles. Les flux, c'est un hors d'échelle, c'est-à-dire c'est tous ces flux de communication, c'est tous ces flux liés très souvent aux nouvelles technologies, bien entendu, qui font en sorte que vous êtes déjà immergé, pris dedans. On est au fond, comme dit un grand anthropologue aujourd'hui, je ne vais pas aligner trop de noms pour ne pas être trop lourd, mais on est dans un monde liquide. On est dans un monde liquide. C'est très important de comprendre ça. Un monde liquide, c'est un monde effectivement qui est très mobile, qui est fluide. Je parlais de mobilité, d'entrée de jeu à propos de l'urbain. On est dans la fluidité, mais en même temps, c'est un monde inquiétant parce que la fluidité, c'est aussi un monde où vous pouvez vous noyer. Et beaucoup de bulles, beaucoup de crises, subprimes ou pas, c'est des manières de montrer que dans un monde liquide, il y a un moment où ça peut casser. Donc bien, les flux sont plus forts que les lieux. Alors me direz-vous, revenons à l'expérience urbaine, Moyen-Âge, la commune. Les villes, elles ont toujours été organisées pour, justement, faire en sorte que des flux fonctionnent. Mais le problème, c'est que les villes avaient leur autonomie, une capacité d'autonomie, et d'une certaine manière, elles avaient la maîtrise de leurs flux. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la société en réseau, l'interconnexion, j'y reviendrai tout à l'heure. Les réseaux, d'une certaine manière, organisent les villes
c'est-à-dire qu'ils font pression sur elles. Si vous voulez être dans la logique de la réussite, vous devez être dans la logique de la connexion des réseaux et pas uniquement sur le plan économique. Donc, les lieux subissent très fortement, les lieux qui veulent réussir, la pression des flux. Tout le débat qu'il y a eu en France, plus ou moins, mais, et qu'on a encore au moment des municipales. Ça, c'est le sujet préféré de Pierre Veltz, qui est un grand spécialiste du développement local, qui était un théoricien du développement local, qui aujourd'hui revient sur un certain nombre de ses positions pour réfléchir sur quels sont le type de métropole, quels sont les types de métropoles susceptibles justement de s'accrocher au flux, ce qu'on appelle la mondialisation économique, sans pour autant subir totalement la pression des flux. Et lui, ces exemples que vous pouvez saisir sans difficulté au moment des municipales, Nantes, Rennes, le problème n'est pas un problème d'analyse politique, là, sont des villes, des grandes métropoles qui sont effectivement assez en phase avec la compétitivité mondiale, mais ont su organiser leur manière de capter les flux. Donc on est au centre de débats extrêmement importants. Première tendance, les flux sont plus forts que les lieux. Alors certains en tirent comme conclusion que les lieux, ça n'a peut-être plus grand sens, et que la ville a disparu. Je citerai 3 personnes. J'ai déjà cité Françoise Choët, la plus grande historienne de l'urbanisme que nous ayons en Europe. Elle parle de monde de l'après-ville. Elle ne prend pas le mot ville. Pour elle, il n'y a plus de ville. Il n'y a que des espaces urbains plus ou moins bien connectés sur les réseaux mondialisés. Vous avez Koulas, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Lui, il dit on est dans un monde de l'urbain généralisé, monde de la continuité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus effectivement d'espace urbain, je vais revenir, discontinus, qui permettent de marquer des repères, qui permettent de... Le monde est chaotique. Le monde est en continuité, discontinuité chaotique. C'est la fluidité chaotique avec laquelle il faut faire. Vous me direz que, troisième personne que je cite, des théoriciens américains, Melvin Weber, employait déjà le terme de monde post-urbain dès les années 70. Donc première tendance, il faudrait pousser, ça c'est la réflexion à reprendre avec Pierre Veltz, les rapports des flux mondialisés et des lieux, avec tout le problème que ça pose en termes d'échelle, etc. Deuxième tendance très lourde, c'est un terme qu'on emploie toute la journée, pas uniquement à propos de privatisation, individualisme, c'est cette idée d'un mouvement de privatisation du politique, etc., qui est lié à l'évolution économique mondialisée. Est-ce que ça a des effets dans ce monde urbain qui n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, que le monde du privé, mais qui est un monde indissociable d'un espace public? Ça, c'est un des débats centraux qu'on aurait pu avoir un peu plus sérieusement, d'ailleurs, au moment des municipales, mais je ne vais pas me répéter indéfiniment. C'est cette idée qu'aujourd'hui, les espaces publics ont de plus en plus tendance à être des espaces organisés sur un mode privatisé au sens économique et urbanistique du terme. Pour aller un peu vite, je l'ai amené là, il y a un livre très intéressant édité par les éditions de La Villette, qui dépend de l'école d'architecture de La Villette, à côté, qui est un livre qui montre que déjà, depuis le début de la deuxième partie du XXe siècle, vous avez un type d'espace, qui est le mall commercial, qui est un type d'environnement, qui est un type d'espace, d'urbanisme sectorisé et sécurisé, qui est devenu un espace modèle de l'organisation spatiale dans son ensemble. C'est la thèse que défend, je l'ai déjà cité, David Mangin. Vous avez donc un type d'espace, le mall commercial, qui est un type d'espace qu'on voit dans les entrées-sorties de ville, qui est un type d'espace qui a tendance à générer des formes urbanistiques et architecturales dans des zones périurbaines, résidentielles, etc., mais pas uniquement. Je dis ça parce que cet espace, qu'on peut d'ailleurs définir de 3 manières, ce que faisaient les urbanistes modernistes déjà, ce que reprend Koulas, c'est la transparence, c'est-à-dire que baies vitrées partout, c'est l'air conditionné, et c'est surtout l'escalator, c'est-à-dire continuité. Ce type d'espace qui est organisé, vous voyez, autour de la continuité, de la transparence et de l'ouverture, c'est un type d'espace qui a tendance, depuis très longtemps, et il vient pas uniquement des États-Unis, comme on le dit toujours, c'est ce que dit ce livre, il vient depuis longtemps du monde sud-américain, et il y a très longtemps qu'il est très organisé dans le monde asiatique. Si vous voulez aller regarder les réflexions de cet ouvrage là-dessus, c'est très important de le comprendre. Donc nous avons
un mouvement qui est un mouvement de privatisation de l'espace public, qui est donc l'élément moteur de l'espace urbain, que nous vivons plus ou moins. Une fois de plus, en France, nous ne sommes pas à Kinshasa, ni à Shanghai, ni dans une autre ville européenne. Chaque exemple doit être singularisé. Mais la mondialisation a tendance à favoriser la privatisation. Troisième tendance, elle sera évoquée par Jacques Donzelot, c'est cette tendance qui est celle qui pose le plus de problèmes aux espaces urbains, cette tendance qui tend à valoriser un monde de l'entre-soi, qui est très souvent un monde de l'unité résidentielle, encore faudrait-il préciser toutes ces notions, qui a tendance lui-même à dévaloriser un monde de la mixité. Une fois de plus, ce sont des tendances lourdes qu'il ne faut pas caricaturer, mais quand vous regardez les reconfigurations territoriales, vous observez essentiellement non pas un mouvement de mixité sociale, mais un mouvement de fragmentation. Très important de saisir ça, tant pour le monde périurbain que pour le monde des centres-villes, etc. Donc, troisième tendance, c'est un mouvement qui nous conduit un peu vers l'entre-soi, qui, vous voyez, va un peu contre ce qui est quand même l'esprit urbain par excellence, que j'ai évoqué d'entrée de jeu, qui consiste à mettre dans un même espace des gens qui ont le droit, je dirais, d'être en désaccord, de se diviser. Or, un monde de l'entre-soi, beaucoup d'études le montrent, est un monde où les gens se retrouvent, je dirais, entre pairs, P-A-I-R-S. Et pour résumer ces trois tendances, les flux plus forts que les lieux, le privé tend de plus en plus à organiser le public sur tous les modes, et un entre-soi qui prend le dessus sur la mixité, une fois de plus, tout ça a décliné avec des exemples. On voit au fond que, et c'est là une deuxième série de remarques que je vais faire, ce sera ma deuxième partie, on peut reprendre le débat autrement avec une réflexion, et là on retrouve l'idée de la ville, et on va retrouver les scénarios de l'urbain d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a limite ou illimitation? Le monde de la mondialisation est un monde de l'illimitation. C'est un monde qui donne l'impression d'être illimité. C'est les flux. Ça ne s'arrête pas. C'est un monde qui va à toute vitesse. C'est un monde rapide. Et le problème pour nous, c'est justement de décélérer un peu. Ça, c'est la grande thèse de Pierre Veltz sur les grandes métropoles régionales à constituer aujourd'hui. Face aux flux, il faut créer des espaces qui sont très rapides. Il faut créer des espaces qui permettent, non pas de sécuriser, au sens fort du terme, mais qui permettent de pacifier, de calmer le jeu. Parce qu'il n'y a pas de... Et la solidarité est un élément pour, justement, calmer le jeu au sens de freiner un peu les flux. Ça renvoie aussi à une thèse, j'ai amené son livre, d'un théoricien italien qui est aussi un militant local, qui s'appelle Alberto Magnaghi, qui pense ce qu'il appelle le projet local. Il fait ça au-dessus de Turin, dans un espace de friche industrielle. Et sa réflexion consiste non pas à dire on va contrer la mondialisation par le haut, ce qu'il faut peut-être faire, c'est ce qu'on appelle les débats sur la gouvernance, on va aussi essayer de la freiner par le bas. On est dedans, on est dans les flux. Ils ne discutent pas, on est dans les flux. C'est l'intérêt d'un territoire, c'est de voir qu'à moins de vivre avec l'idée d'une communauté utopique, c'est qu'on est pris dans l'interconnexion. Et donc, sa question, c'est effectivement de penser des lieux qui soient des lieux, alors pas nécessairement une ville, nécessairement, lui, il pense à l'échelle d'une région, avec plusieurs villes en même temps, à l'échelle d'un nouveau type d'agglomération. Il s'agit de penser à un projet local, à l'italienne. Il s'agit de penser à un projet local, avec les gens, bien entendu, dans l'idée de freiner la globalisation. Et il y a toute une réflexion sur les territoires aujourd'hui, vous voyez, qui est très en phase avec la question de la mondialisation, non pas pour dire on a la bonne ville, on a la bonne expérience, on a l'Europe, etc., qui n'a pas su nécessairement valoriser ses valeurs urbaines, mais pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le territoire démocratiquement dans un monde où les flux sont très puissants. J'ai dit limite et illimitation. Au fond, revenons, pour bien cadrer cette deuxième partie maintenant, qui sera plus rapide, revenons bien à ce que pouvait être une bonne définition de la ville, qui met en gros les gens d'accord. La ville médiévale, celle des libertés communales, c'est une entité urbaine circonscrite, c'est-à-dire qu'elle est circonscrite, enceinte, limite. Il y a des limites. Vous n'avez pas de ville s'il n'y a pas de limite. Mais ces limites, elles avaient pour sens d'essayer d'intégrer
À l'époque, c'était le rural qui était en synergie avec l'urbain, d'essayer de favoriser un mouvement d'intégration, c'est-à-dire que la ville était intégratrice. Je force un petit peu peut-être la définition pour dire que là, on a une limite qui a pour valeur d'accueillir, d'intégrer, de faire venir. Hein ? Alors qu'aujourd'hui, on va voir que nous avons deux scénarios, un scénario d'illimitation et un scénario de limite. Une fois de plus, ce sont les tendances lourdes. Quelque part, il faut un peu oublier la France, qui n'est pas tout à fait dans les cas de figure que j'évoque, même si le problème de la fragmentation se pose au niveau local, on le sait très bien, et pas uniquement à Paris, qui est peut-être la ville où le rapport centre-périphérie est le plus lourd pour des raisons historiques sur lesquelles je ne peux pas insister. Mais soit nous avons des scénarios, ce que je vais venir maintenant, d'illimitation, soit des scénarios de limitation, mais de limitation qui séparent et non pas qui sont intégratrices. Je dis bien, ce sont les tendances. Vous allez revenir là-dessus dans les autres conférences. Mais il faut bien voir qu'on tourne autour de cette question. Soit vous dites, comme Mme Choët, comme d'autres, arrêtons de parler de ville ou même d'entités urbaines qui ont du sens. Hein, quoi qu'il en soit, des métropoles régionales françaises qui ne sont pas inintéressantes en termes d'évolution, voire Lyon aussi. On voit très bien que la ville, aujourd'hui, effectivement, a tendance à produire de la fragmentation et de la limitation, et de l'autre côté, de l'illimitation. Donc, oublions un peu peut-être la France pour bien saisir ces tendances lourdes sur lesquelles vous reviendrez. Donc maintenant, ce que je me propose, c'est si on a cette idée dans la tête, la ville classique, la nôtre, la ville européenne, des limites pour... en quoi ça a un peu du sens de la défendre quand même par rapport au scénario que je vais évoquer tout à l'heure. Par manque de temps, je ne pourrais pas revenir longuement. Je voulais développer un peu plus l'expérience urbaine européenne, mais je risque de déborder et je veux plutôt insister sur le problème des scénarios en cours, sur lesquels vous allez revenir. Je voudrais quand même rappeler ce qu'est bien le sens de l'idée de ville, hein, l'idée de ville au sens fort du terme. J'évoque quelques points, j'en ai déjà évoqué. Jacques Le Goff, l'historien, dit toujours que l'homo urbanus, je l'ai déjà dit, c'est l'homme de la vita activa. Un urbain, c'est quelqu'un qui est un homme qui n'est pas l'homme de la vie contemplative. C'est pas qu'on n'a pas le droit de prier, d'être contemplatif. Mais je trouve toujours très éclairant ce que rappelle à propos de la ville médiévale, celle des libertés communales, les grands historiens, à quoi s'oppose la ville, l'esprit urbain, non pas à la campagne, et ne nous trompons pas, même dans nos débats contemporains, la ville n'a jamais été opposée à la campagne, elle est en synergie avec elle. C'est pour ça qu'elle est intégratrice. Elle s'oppose à quoi ? Elle s'oppose de manière très large au désert. Le désert, c'est l'espace de l'homme spirituel, de la violence. Et elle s'oppose à la forêt, souvenez-vous de la sorcière de Michelet, elle s'oppose justement à ce qui peut apparaître comme la figure de la barbarie. C'est très important dans beaucoup de débats de bien comprendre qu'en tout cas, l'imaginaire urbain classique, il est beaucoup plus en opposition à la forêt, mais pas la forêt d'aujourd'hui qui est civilisée, la forêt médiévale, et à la forêt... parce que dans la forêt, c'est même la femme qui pouvait apparaître à travers la sorcière comme la figure de la barbarie. Donc il faut bien voir que ça remonte à des questions très importantes. Mais à la forêt et au désert. D'ailleurs, ce n'est pas très sans intérêt de voir aujourd'hui l'importance que reprend le désert dans le monde de la mondialisation, qui est un monde peu urbanisé et où les guerres sont dans le désert, où le désert est quelque chose de très important en ce qui concerne le problème de la violence. Vita activa, deuxième caractéristique, j'y insiste, et je ne redonnerai qu'un exemple, la ville, c'est un imaginaire. Alors, je ne vais pas redonner les exemples des villes, des romanciers, etc. La ville, c'est un imaginaire au sens où j'ai besoin d'être de quelque part. Il suffit de retenir que cette question, sur laquelle on reviendra peu, malheureusement, durant le cycle. Vous prenez des études sociologiques aujourd'hui, et ça c'est très intéressant, vous vous demandez pourquoi des habitants d'un quartier de Lima périphérique vont être de Lima jusqu'à un certain moment et après vont dire « je ne suis plus de Lima ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'identité casse ? Vous allez regarder
un quartier du Caire, 20 km du centre-ville, quartier illégal, quartier de construction illégale, où les gens qui ont été sortis du Caire, généralement, se disent encore du Caire. Pourquoi ? Pourquoi là, il y a cette identité si forte, alors que c'est une ville qui a tendance à se fragmenter très très fortement. Et je rappelle, parce que ça devrait être derrière beaucoup de choses, j'ai parlé de la démographie, mais quand vous parlez du Caire, il ne faut jamais oublier qu'une ville comme le Caire, c'est 77% de construction illégale. Hein, donc là aussi, quand j'évoque la mondialisation, je suis obligé d'aller un peu vite ce soir, mais il faut bien voir, comme le rappelle Koulas, à propos des villes africaines et autres, c'est que nous avons encore des codes de l'urbanisme. Le problème, c'est que vous avez une grande partie de l'urbain en voie de mondialisation où il n'y a pas de code de l'urbanisme. Hein, que ce soit qu'on les critique ou non n'est pas le problème. Il faut bien voir que l'illégalité, là, il ne s'agit pas de la mettre en cause dans ces zones-là, est très importante. On pourrait prendre d'autres exemples, ceux que ça intéresse, je tiens à vos dispositions, d'ailleurs c'est dans mon livre, des références à toutes ces... Pourquoi suis-je de là et pas d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi c'est longtemps passé, est-ce que ça continuera à passer, par des grandes appartenances urbaines ? Est-ce que c'est ça qu'on va reconquérir ? Voilà des débats qu'on n'a pas eus à propos des municipales. Un géographe, Michel Dussault, grand ami de Jacques Lévy, a écrit un livre, L'homme spatial, où intelligemment il pose à un certain moment... Vous savez, on a beaucoup parlé d'intercommunalité dans notre pays de 36 600 communes. Mais l'intercommunalité, communauté de communes, communauté d'agglos, métropole, région, vous savez qu'elles ne sont pas au suffrage universel direct. On ne vote pas pour les intercommunalités. Mais comme il dit, intercommunalité, très bien, mais est-ce que je vais créer un récit ? Est-ce que je vais créer de l'imaginaire avec l'idée de l'intercommunalité de je ne sais quel endroit Est-ce que toutes ces notions un peu technocratiques et autres font sens et donnent de l'imaginaire ? Je reviens à cette question parce qu'elle me paraît très importante. Troisième caractéristique sur l'esprit urbain, c'est l'idée, double ou triple idée, et je m'arrêterai là, il faudrait reprendre beaucoup d'éléments, avant de venir au scénario. Et là, ceux qui ont le temps, lisez qu'un seul livre qui peut paraître daté. C'est un des plus grands écrivains français, il vient de mourir. Il a écrit un livre magnifique que les étudiants lisent en architecture, en urbanisme, La forme d'une ville. Et effectivement, c'est Julien Gracq à propos de Nantes. C'est un très beau livre. Et il arrive à très bien faire comprendre ce que c'est que l'idée de ville. Lui, il en parle à propos de lui-même, il dit... Mais il retrouve l'idée de liberté communale. D'ailleurs, il dit « ça a été mon affranchissement, ça a été mon récit initiatique, ça a été mon émancipation personnelle que de me perdre dans ma ville ». C'est un roman républicain, ça, forme d'une ville. Donc la ville, c'est un affranchissement au sens forme des franchises urbaines. C'est aussi, dit-il, un espace d'où on entre, mais d'où on peut sortir. C'est très important en France, où on a très souvent des politiques du territoire qui consistent à penser, c'est tous les débats autour de la politique de la ville, etc., que tout peut se passer autour d'un territoire et qu'on va répondre par le territoire aux problèmes urbains. Le débat, il est où est la priorité, au territoire ou aux gens ou aux deux à la fois. C'est des débats que Donzelot reprendra très certainement. Une ville, c'est une ville où on entre, c'est un espace où on entre, où on sort. Et pour bien le faire comprendre, j'évoque le thème très ancien de la ville refuge. C'est un thème proche-oriental qu'on trouve dans des textes de la tradition juive. C'est le thème de la ville refuge que prenait souvent un philosophe comme Emmanuel Lévinas. Cette idée que la ville, c'est cet espace d'accueil qui va être aussi un espace de justice. Et que, disait Lévinas, la ville refuge, pourquoi ville refuge ? Toute ville, c'est un seuil. De toute façon, on est toujours là, entrer et sortir. Et ça, c'est toujours la question de l'entre-deux, pour parler un peu lourdement. La ville, c'est cet espace de justice où quelqu'un qui a tué involontairement quelqu'un d'autre dans le désert peut être jugé de manière à ne pas être victime de la vengeance. Si j'ai tué quelqu'un involontairement, pourquoi ? C'est un autre débat. Comment ? Mais je risque de subir la vengeance. La loi du désert, pour parler très vite. L'espace urbain, dans toute cette tradition, il apparaît comme l'espace du seuil. C'est les porches d'entrée qu'on voit encore dans beaucoup de villes, d'ailleurs, du monde oriental, proche-oriental. C'est cette idée de justice qui accompagne la ville. On pourrait continuer sur l'expérience urbaine que je reprends encore très longuement
Je vous renvoie à la lecture de Julien Gracq, ceux qui auraient envie et le temps, avant ce cycle, au début de ce cycle. Il appelle son livre « La forme d'une ville ». Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de ville s'il n'y a pas la possibilité pour un individu, même si je ne suis pas un grand écrivain, justement, d'écrire sa ville, c'est-à-dire de la parcourir, de la mettre en mouvement avec ses pieds. Mise en forme. Une ville, il faudrait continuer et rappeler aussi les grandes traditions médiévales. Il n'y a pas de ville sans mise en scène. C'est la question de la scène, c'est la grande question du théâtre, des masques. N'oubliez jamais la tradition de la commedia dell'arte. Chaque personnage est une ville. Chaque personnage porte une ville en lui. Très important. Pantalone, Arlequin, etc. Ce sont des villes qui sont théâtralisées. La ville, dit Jacques Le Goff, toujours le même grand historien du Moyen-Âge, c'est un theatrum mundi. Il n'y a pas de ville sans mise en scène. Là aussi, c'est des choses que je reprends, et ce n'est pas sans importance à l'époque où la question du rapport entre les pratiques artistiques et les pratiques urbaines sont mises en avant. Enfin, la ville, je l'ai évoqué, ça on y reviendra sûrement durant les autres conférences, c'est l'espace public. Mais l'espace public, il faut le décliner un peu différemment. Ce n'est pas tout de suite l'espace politique de la délibération. L'espace public, c'est pas le lieu de la scène, hein, c'est l'espace aussi de la rencontre, etc. J'ai récemment lu une thèse extrêmement intéressante qui compare 3 espaces publics extrêmement différents. Les halles, qui est une espèce d'échec, qui n'est qu'une connexion de flux. C'est bien ce que David Mangin doit essayer de transformer. Est-ce qu'il arrivera à le transformer? Cet espace de connexion un peu redoutable, hein, où on arrive à peine à trouver sa place. Le parvis de Beaubourg, qui est devenu une espèce d'espace intermédiaire entre le musée et les alentours. C'est improvisé. Et puis le parc de la Villette, qui n'est pas loin, entre ici et la Cité de la Musique. Et pour ceux qui le connaissent, vous devez être nombreux, les habitués de la Cité de l'Industrie et des sciences. C'est un espace qui a trouvé, d'une certaine manière, contre les attentes des organisateurs, des concepteurs, un type d'animation tout à fait original. Je pourrais y revenir si vous le voulez. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a dit que la ville, c'est une expérience très forte, cette idée d'affranchissement que j'évoquais d'entrée de jeu, la ville, c'est aussi cette mise en mouvement qui touche beaucoup de choses et qui touche aussi le corps. Et ça, c'est fondamental. Et d'autant plus fondamental en France, où on parle beaucoup, et il le faut, de culture artistique, etc., où nous avons, à la différence des Italiens et des Allemands, une culture spatiale extrêmement faible. Et donc, une culture du rapport au corps et de l'espace extrêmement faible. Et moi, je pense que l'éducation nationale devrait se soucier un petit peu plus de la culture spatiale qui est très dévalorisée dans notre pays, parce que on a été un pays à état fort, et pays à état fort, il organise, il territorialise son espace. Pour lui, l'espace, d'une certaine manière, n'est pas un problème. Donc voilà l'expérience urbaine telle qu'on peut encore essayer de la décrire, de la valoriser. Et moi, je pense que les Européens, souvent discutés avec Jacques Delors, auraient quand même pu, quoi qu'il en soit des débats sur la Constitution, en rajouter un tout petit peu sur les valeurs urbaines en tant que telles. Ça veut dire quelque chose de très fort. Et ces valeurs, je pense, ce n'est pas notre débat maintenant, elles sont universelles. Et en écho encore, c'est une espèce d'autre paradoxe, j'ai réévoqué l'expérience urbaine, les scénarios à venir sur lesquels vous allez revenir dans les séances suivantes. Je vais simplement évoquer, ils sont discutables, on peut en évoquer d'autres, on peut les mettre en cause, etc. Ils rejoignent un certain nombre d'analyses, bien entendu. Mais je voudrais simplement évoquer, je dirais, avec l'idée que j'ai déjà prise en considération de limite, un double scénario de l'illimitation et de la limitation qui se décale de l'idée d'espace urbain comme espace limité intégrateur de ce qui était à l'extérieur. Je vais d'abord évoquer 2 scénarios de l'illimitation. Vous avez un scénario qui est très connu, qu'on appelle la Los Angelisation, qui vient du terme tout simplement, le terme vient de la ville de Los Angeles, c'est-à-dire c'est cette ville, pour des raisons géographiques, bordure d'océan, et effectivement qui s'étend à l'infini, c'est une ville avec un centre qui est peu important, c'est une ville en extension,
C'est ce qu'on appelle l'urban sprawl, c'est-à-dire une espèce d'extension indéfinie. Et vous avez beaucoup d'espaces urbains qui sont comme cela, des espaces qui n'ont pas besoin de se donner des limites. Mais pour ne pas se tromper et bien comprendre ce qui est en jeu là, quand vous avez Los Angelisation, et vous voyez je pense qu'il ne faut pas plaquer ce schéma-là sur ce que serait le périurbain français, etc. Il ne faut pas exagérer. Mais quand vous avez Los Angelisation, vous avez une tendance très rapide qui va apparaître. Et d'autant plus que là, pour la raison que je vais évoquer, il y a un moyen, d'une certaine manière, de sortir de ce mouvement d'extension. Vous avez, en tout cas dans cet État de Californie, vous avez, par référendum, la possibilité de créer, en tant que citoyen, si on se rassemblait ce soir, une entité autonome qui sorte de la grande agglomération Los Angeles. C'est un processus, le mot est très intéressant, c'est pour ça que je l'évoque, parce que vous retrouvez la notion de corps. Il s'agit de créer un corps, qui est un corps collectif, c'est un processus d'incorporation. Mais le paradoxe, c'est qu'au nom de la souveraineté démocratique, par référendum, on va créer un espace, une entité urbaine, reconnue ou non après, mais qui va se désolidariser de la grande agglomération. Vous voyez que l'extension urbaine, elle a, je dirais, des retours, elle a des effets retours qui prennent la forme de reconstitution de limites. Après, c'est les questions qu'il faudrait se poser en France. Vous connaissez l'échelle de la communauté d'agglos ou etc. Vous en avez une pas loin, là, Seine-Saint-Denis. Vous avez une grande communauté d'agglos, là où il y a eu les événements de Villiers-le-Bel il n'y a pas très longtemps. Communauté d'agglos, aucune commune est obligée, on est en communauté de communes, excusez-moi, d'y rentrer. C'est un phénomène de volontariat. Et vous avez une commune, Arnouville-les-Gonesse, qui n'y est pas rentrée. Pourquoi, etc. On n'a pas d'études là-dessus, ce serait intéressant. Hein. Donc vous voyez que vous avez un phénomène aujourd'hui qui est un phénomène par rapport à des extensions urbaines lourdes, qui est un phénomène de sortie de l'agglomération. Deuxième phénomène d'extension extrêmement lourde qui est d'un autre type, c'est un phénomène, alors ça je ne vais pas y insister, c'est celui dont vous avez parlé à propos de Kinshasa avec Philippe Debuck, c'est, je dirais, pas la ville masse, c'est pas la ville qui fait masse, c'est la ville chaos, où viennent réfugiés, etc., tous ceux qui ne peuvent plus vivre à la campagne, etc. Vous pouvez prendre l'exemple de Douala, vous pouvez prendre l'exemple de Kinshasa, de beaucoup de villes sud-américaines, etc. Deux quartiers. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, et là, le livre de Debuck est très intéressant, comment se recomposent des espaces dans des lieux qui sont d'une certaine manière des lieux invivables. C'est-à-dire que je n'habite nulle part. J'ai dit tout à l'heure, je suis déterritorialisé. Et en même temps, quelque part, il faut bien tenir. Ceux qui ont le temps, regardez ce livre magnifique qui est Kinshasa, les récits de la ville invisible. Je crois que tout est dit là-dedans. La ville invisible, ça renvoie au beau livre de Calvino sur les villes invisibles. On pourrait donner beaucoup plus d'exemples. Je n'insiste pas par manque de temps. Premier scénario, donc deux scénarios de l'illimitation. Maintenant, quelques scénarios de la limitation. Vous en avez un qui devrait être le plus connu, c'est le scénario de la ville globale. La ville globale, c'est une notion maintenant auquel ont recours la plupart des spécialistes qui peuvent être discutés. Elle est empruntée à une sociologue américaine, Saskia Sassen, proche de Hillary Clinton il y a quelques années, et qui réfléchit sur la vie globale. Elle en comptait 7 en 85, 63 aujourd'hui, comme la ville qui justement est globalisée au sens où elle s'organise pour rentrer dans la logique que j'ai évoquée tout à l'heure des flux de la mondialisation et essentiellement de la globalisation économique. C'est la ville qui s'accroche à la réussite économique, pour parler très vite, et donc c'est la ville qui ne va pas être en lien avec son environnement proche. Donc là, on est loin de notre ville que j'ai évoquée tout à l'heure, la limite qui fait lien avec ce qui est proche. C'est une ville qui va d'abord s'interconnecter avec toutes les autres villes globales, qui sont les villes de la réussite. Donc vous voyez que via le virtuel, mes interconnexions ne sont pas nécessairement avec les villes proches ou avec ma nation, mais avec les autres villes globales qui sont les villes du réseau de la réussite.
Alors là, il faudrait s'arrêter un peu longuement, mais ça, c'est un thème dont Pierre Vels est le spécialiste, où il ne partage pas nécessairement les analyses de Sassen, mais pas entrer dans ces débats. Ce qui serait intéressant, c'est de voir que vous avez des villes extrêmement différentes qui peuvent être considérées comme des villes globales. Mais que le territoire de la ville globale n'est pas nécessairement territoire de la ville dans son ensemble. Ceux qui connaissent Buenos Aires, qui était, n'oubliez pas, la première ville et la deuxième ville, grande capitale industrielle Amérique latine entre deux guerres, qui est une ville aujourd'hui en grande difficulté, mais qui constitue toujours aux mêmes endroits, les villes globales, vous regardez Montréal, etc., c'est sur les docks et donc sur les friches industrielles. Toujours, et là on voit bien que question de la mondialisation, sur les territoires, ça va se nicher, la configuration territoriale, là où était l'industrie, d'une certaine manière, et l'industrie, et aussi les docks, etc. Vous avez à Buenos Aires, effectivement, Puerto Madero, vous avez une petite ville globale qui est totalement isolée de plus en plus du reste de la ville elle-même. Enfin, vous voyez qu'une petite ville globale, ce n'est pas nécessairement toute la ville. Les villes globales, c'est Londres, Tokyo, Milan, Francfort, etc. Et ça peut être aussi la ville globale, aujourd'hui, qui est peut-être en toc, mais dont on parle beaucoup, plusieurs livres viennent de sortir là-dessus, c'est Dubaï, bien entendu, qui est une ville en réseau, mais qui a un fonctionnement assez différent. Donc la ville globale, c'est une ville limitée, qui marque ses limites pour être en lien avec les autres villes du réseau mondialisé. Donc là, vous voyez qu'on a une transformation du statut de la ville. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait évoquer, ce sur quoi vous reviendrez? C'est les villes, je dirais enclaves, d'autres disent les villes en boucle, d'autres disent les environnements sécurisés ou insécurisés, mais les villes qui font boucle, les villes qui sont limitées, mais des limites qui séparent. La limite sépare. Vous avez l'environnement sécurisé ou les zones de relégation. Mais vous avez aujourd'hui, ça peut surprendre, énormément de travaux d'anthropologues et autres sur des quartiers qui sont des quartiers relégués. Vous avez un travail sur un quartier du Caire, par Mbaba, qui est près du centre-ville, qui est un quartier où ne pénètre pas la police, totalement illégal, mais qui est un quartier qui a son fonctionnement propre. Donc vous avez là une espèce de zone fermée, qui n'est pas nécessairement ethnique, même si là, le fondamentalisme musulman joue un rôle important. Vous avez en Inde ou ailleurs, l'importance effectivement des communautés fermées sur un mode regroupement ethnique. Répondre à ces zones de relégation, je ne parle pas, parce qu'on ne peut pas tout comparer de la même manière, ce qui se passe là de l'autre côté du périphérique, vous avez ce qu'on appelle l'environnement sécurisé. Mais là, il faut faire extrêmement attention à la manière de ne pas tout mélanger. Les environnements résidentiels, ce qu'on appelle les gated communities, les communautés fermées américaines, elles ne représentent que 7% de ce type de communauté. Il y a différents types de communautés sécurisées. Donc il faut bien voir que la ville en boucle, la ville qui fait cercle, c'est des manières de reconfigurer le territoire pour le fermer. Et là, pour être bien concret, je l'évoque dans mon livre, vous pouvez aller vous promener dans pas mal de zones vallées industrielles où les entreprises ont été délocalisées, fermées. Vous avez très souvent, alors même que les paysagistes, etc., et c'est pas pour rien, parce que quand on sort du monde industriel, on revalorise le rapport à l'eau. L'eau n'est plus simplement captée comme élément négatif et pollueur pour les usines. Et vous avez aujourd'hui, c'est pas pour rien, chez tous les grands maires de villes avec fleuve, un très gros travail paysager faire sur les bords de fleuves. Paris a un peu de retard là-dessus, mais ça viendra. Mais nous, il y a tout un travail, donc il y a à voir dans ces petites villes industrielles un peu désertées. Très souvent, c'est très intéressant de voir qu'elles sont totalement fermées, bouclées sur elles-mêmes. Ceux qui connaissent la vallée qui remonte de Bourg-en-Bresse, en Berrieux, jusqu'aux premières villes de Savoie, vous avez des petites villes qui sont des villes en boucle. C'est-à-dire vous avez des routes à 4 voies, vous rentrez dans la ville et vous en sortez. C'est le seul choix que vous avez. Si vous regardez un petit peu en vous promenant les reconfigurations territoriales aujourd'hui en France, ce cas de figure, il n'est pas si rare. Donc, les doubles, je dirais, phénomènes d'illimitation, la ville globale, auquel il faudra s'arrêter, les enclaves, de riches, de pauvres, et au milieu de tout ça, le débat sur la ville européenne, ville-musée ou pas. On y a échappé à peu près pour Paris à propos des municipales, mais le débat sur la ville-musée est un débat qui n'est pas sans importance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une ville qui perd sa dynamique? C'est une ville, effectivement, qui se muséifie.
ce qui n'est pas sans poser problème. Et enfin, j'y insiste pas, puisque vous allez revenir dessus, et je crois que c'est très important, la plupart des chercheurs aujourd'hui travaillent sur l'idée de métropolisation, c'est-à-dire de métropoles urbaines qui sont capables de repenser des formes d'agglomération qui vont produire effectivement et de la compétitivité et de la solidarité, et peut-être reprendre un certain nombre des éléments que j'ai évoqués de l'expérience urbaine dans toutes ses composantes. Alors là, je pense que ce qu'on peut voir au niveau des grandes métropoles régionales, une fois de plus, ce n'a rien à voir avec la politique au sens strict. Je pense que c'est aussi lié à l'histoire de ces métropoles. On voit que les grandes métropoles régionales aujourd'hui sont assez intéressantes dans le contexte français aujourd'hui. Donc voilà pour quelques-uns des scénarios que vous allez évoquer dans les séances qui suivent. Et dès la prochaine, avec Jacques Lévy, qui est en plus un spécialiste de justement, je dirais, l'urbain planétaire. Mais vous voyez bien, pour finir et donc conclure d'une manière ou d'une autre, vous voyez bien qu'on est aujourd'hui dans un contexte un petit peu difficile, surtout en France, sur ces problèmes-là. Je pense que pour des raisons historiques, des raisons liées aussi aux métiers, aux divisions du travail, il y a un certain retard qui est pris sur les problèmes, je dirais, liés à l'urbanisme, etc., qui ne sont pas sans lien aussi avec des réformes politiques qu'il faudrait faire. Une fois de plus, je le rappelle, on a voté, nous sommes citoyens dans les communes où nous avons voté. Pour le reste, nous sommes habitants ou usagers. Mais nous sommes citoyens de nos fameuses 36 600 communes. S'il y a de la réagglomération, ça se fait sur un mode non démocratique. Nous ne votons pas pour l'instant, effectivement, pour les autres échelles. Ce n'est pas sans poser des vraies questions, parce que je pense que la reconfiguration territoriale touche quelque chose de très profond lié à la démocratie. Mais toute cette réflexion consiste simplement à dire, et je pense que c'est un point commun à beaucoup des gens qui vont intervenir ici, c'est qu'aujourd'hui, ne faisons pas comme si on allait refaire la ville par miracle. La ville, nous avons une très forte idée de ville, et les valeurs urbaines, nous les connaissons, font partie de notre histoire européenne, font partie de notre patrimoine. Mais le problème, il est moins de sauver la ville quelque part que dans un contexte différent qui est lié aux tendances que j'ai évoquées, d'essayer de refaire de la ville au sens de refaire des territoires où de l'expérience urbaine soit possible. C'est ça la vraie question. L'expérience urbaine, ça ne veut pas dire simplement la marche, etc. Bien entendu que j'ai suffisamment valorisé le corps ce soir pour y insister, mais une ville qui fait sens, c'est une ville où la solidarité est rendue possible, parce que la ville n'est pas en dehors non plus des circuits de compétitivité. Une ville sans emploi est une ville vite condamnée, vous le savez aussi bien que moi, à la relégation. Donc l'intérêt du débat sur la ville, c'est que nous avons un débat qui est très catalyseur de beaucoup d'interrogations. Et par ailleurs, en France, où je parle pour moi, je pense que nous avons beaucoup de retard dans la réflexion sur ce qu'est la mondialisation dans tous ses prismes, reprendre le débat à travers la reconfiguration territoriale, sans faire semblant, quand on habite le centre de Paris, d'être à Kinshasa, bien entendu. C'est très important de voir que le devenir urbain est aujourd'hui un devenir qui est un devenir partagé ou à partager. Je n'ai pas évoqué le mot, ni les débats écologiques, mais le développement durable, bien entendu, qu'il n'est pas sans lien avec ce qu'on évoque aujourd'hui, avec tout ce qu'on appelle les risques urbains. Aujourd'hui, on valorise l'expérience urbaine, mais on a des risques de chaos urbain qui sont peut-être plus importants que le sauvetage, je dirais, de l'expérience urbaine européenne qui ne se porte pas si mal. Donc nous avons un lot d'interrogations tout à fait passionnantes. La suite la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir débordé.